Les pronostics de la semaine 11, Grégory. Alors, c'était pas mal. Hein. Ouais, je suis assez content de ce qui se passe. On va donner quand même les scores de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, toi et moi avons fait 9 dans une semaine qui était un peu surprenante. Raphaël a fait 8 et Alain a fait 7. Ce qui nous donne au total, toi en tête à 98, Raphaël à 92, moi à 91 et Alain qui prend un peu de retard à 88. Je reviens petit à petit sur Raphaël, donc ça c'est toujours agréable. J'aime vos petites batailles personnelles. Ouais, maintenant... voilà, on va quand même pas oublier de mentionner le fait que tu as volé un point grâce aux Falcons qui sont ridicules en ce moment. Tu as volé ce point, Grégory, ne ment pas. Voilà pour les scores, on va passer au prono de cette semaine 11 avec le premier match cette nuit, coup d'envoi donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20. Seattle Seahawks a 4 victoires, 5 défaites contre les Packers, 4 victoires, 4 défaites, un nul. Il y a un gros historique entre ces franchises quand même, mine de rien, depuis quelques années. Green Bay a gagné les 3 derniers matchs, cela dit. Et il y a eu ces histoires de Fail Mary, de matchs en playoff avec Brandon Bostic qui à la toute fin rate la réception du l'onside kick. Bon voilà, il y a toujours des histoires sympas. Alors si vous avez le temps de regarder ce match, il y a toujours des histoires sympas quand on est fan des Seahawks visiblement, parce que si on est fan des Packers, je pense qu'on s'est pas beaucoup marré sur ces matchs-là. Pas trop. C'est quand même deux équipes qui vont mieux globalement depuis le début de la saison. Et il y a les retrouvailles de Jimmy Graham aussi avec Seattle, ça peut être sympa. Oui, tout à fait. Alors c'est un match un peu paradoxal parce que je pense qu'il y a encore un an, si on nous avait dit qu'on allait avoir le gros pass rush de Green Bay contre une défense de Seattle qui est un petit peu en délicatesse, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient cru. Ils auraient rigolé. Voilà, mais là en tout cas, c'est vrai qu'il y a des match-ups assez intrigants. On en parlait mardi, c'est vrai que le gros jeu au sol de Seattle contre un run-stop défensif de Green Bay qui n'est pas forcément le point fort, mais qui n'est pas non plus catastrophique depuis le début de la saison, pas à mon sens, même si il y a un dernier rideau, on le disait, au niveau des postes de safety notamment, qui est un petit peu dépeuplé ces dernières semaines. Et puis forcément, le jeu aérien de Green Bay qui risque d'être un atout. Quoique, je dis ça, Aaron Jones reste sur une bonne performance le week-end dernier. Il va affronter donc ce run-stop de Seattle où KJ Wright, il me semble, est très incertain. C'est même fort possible qu'il ne joue pas ce match-là. Donc Bobby Wagner va peut-être se sentir un petit peu seul sur ce deuxième rideau. Et c'est peut-être une donnée à exploiter pour Green Bay en l'occurrence. Donc voilà. Après, il faudra maîtriser Frank Clark, ce sera peut-être autre chose. Qui as-tu pris, toi ? J'y vais quand même avec Seattle, avantage de jouer à la maison, et je pense que Russell Wilson peut nous sortir une belle prestation sur ce match-là. Au début, moi j'avais mis les Packers parce que j'avais mal lu, je pensais que c'était à Green Bay, et je vais quand même rester avec les Packers parce que Aaron Rodgers, c'est une bonne raison en soi. On enchaîne avec tous les matchs de 19h, il y en a quelques-uns. On va commencer par Baltimore Ravens à 4 victoires, 5 défaites contre Cincinnati Bengals à 5 victoires, 4 défaites. Deuxième match dans la saison entre ces deux équipes, les Bengals qui avaient gagné 34, alors mince j'ai marqué 2 mais c'est 23 je crois, 34-23, et c'est surtout le premier match de Hugh Jackson avec les Bengals. Ouais. Non mais pour ça c'est rigolo quand même. En tout cas c'est le premier match du coordinateur défensif des Bengals en l'occurrence, dont je ne connais pas le nom. Non, c'est Marvin Lewis qui a récupéré pleinement la casquette il me semble pour gérer la défense à la place de Terry Austin. Donc ça va être marrant, gros test contre une attaque de Baltimore qui n'avance pas trop, et surtout, et ça c'est peut-être ce qui est plus problématique pour les Bengals. Alors je vais beaucoup parler infirmerie aujourd'hui, mais bon, on est quand même en 11e semaine, donc on commence à avoir c'est ça, j'ai oublié ma blouse à la maison, mais en tout cas voilà, Marvin Lewis qui va récupérer cette défense, une défense qui est quand même hyper décimée. Au niveau des blessures, il y a Burfict qui a des bobos, Preston Brown, Drake Kirkpatrick, enfin c'est assez catastrophique. Il n'y a quasiment que le premier rideau qui est quasi sûr de jouer contre cette équipe de Baltimore. Donc, ça pourrait suffire en fait. Ça pourrait suffire, et en plus, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas oublier que Jay Green est encore absent pendant quelques semaines du côté de Cincinnati. Ouais. Donc Baltimore, même si on sait que ces dernières semaines, il y a beaucoup d'agitation en interne avec le pas départ de John Harbaugh, situation de Joe Flacco qui est blessé, alors je ne sais pas si c'est à la hanche ou en tout cas qui est très gêné depuis une semaine et qui n'est pas sûr de jouer. On pourrait avoir les débuts de Lamar Jackson. Mais voilà, en tout cas, tous ces pépins physiques du côté de Cincinnati et la forme un peu relative des Bengals également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils restent sur une grosse rouste contre New Orleans, j'aurais tendance quand même à aller du côté de Baltimore sur ce match-là. Ouais, moi aussi, meilleure dynamique, le fait que ce soit chez eux.
Et cette défense décimée des Bengals me font pencher pour les Ravens aussi. Atlanta Falcons, 4 victoires, 5 défaites contre Dallas Cowboys, 4 victoires, 5 défaites également. C'est étonnamment serré sur le papier, je dois le dire. Les Falcons qui doivent se remettre de leurs grosses défaites, les Cowboys aussi. Julio Jones, petite stat, qui est le premier joueur à atteindre, le plus rapide à atteindre les 10 milliards en carrière, puisqu'il lui a fallu 104 matchs seulement, là où Calvin Megatron Johnson en avait besoin de 115. Donc une demi-saison de moins. Non, mais c'est incroyable quand même ce que fait Julio Jones côté des Falcons. Ces deux équipes qui ont clairement besoin de se remettre mettre la marche en avant et de gagner de la confiance. Ça peut être le bon adversaire pour l'une comme pour l'autre. C'est ça. Alors, Dallas s'est quand même bien remis dans le bon sens le week-end dernier à Philadelphie. Eux, ils étaient au bord du précipice après le Monday Night contre Tennessee. Enfin, il faut confirmer, quoi. Voilà, ils se sont bien repris. Après, ils ont un deuxième déplacement qui n'est pas évident sur le terrain d'Atlanta, parce qu'en effet, les Falcons, même si j'ai pointé du doigt beaucoup de choses, des problèmes de mental dans le vestiaire, là, je pense que quand tu sors d'une petite fessée sur le terrain de Cleveland, faut absolument te reprendre à la maison. Vaut mieux. Ils vont avoir l'avantage de récupérer en défense Dion Jones. A priori, c'est pas du luxe quand on voit le run stop plus que aléatoire des Falcons cette année. Par superstition, forcément. Voilà, j'allais te dire, de toute façon. Je fais du blabla pour mettre Dallas, mais de toute façon, oui. Encore une fois, ce sera la clé, je pense, parce que si tu stoppes pas Ezekiel Elliott sur ce match-là, c'est pas la peine. L'année dernière, ils avaient réussi à le faire à domicile et ils ont gagné. Là, ce sera encore une clé pour prétendre à rester dans le coup jusqu'au bout. C'est le genre de match où si t'arrêtes pas Elliott, il te marche dessus et t'as perdu. C'est ça. Donc Dallas. Donc Atlanta pour moi. New York Giants, 2 victoires, 7 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 3 victoires, 6 défaites. New York qui sort enfin d'une victoire face à San Francisco. Là, c'est autre chose avec l'attaque de Tampa qui peut exploser à chaque seconde. Dans Jason Pierre-Paul, voilà. Jason Pierre-Paul va pouvoir faire des câlins à Eli Manning. Oui, ça va être sympa. Et côté Giants, il y a quand même une grosse satisfaction. Saquon Barkley, seul joueur aujourd'hui en NFL dans cette saison, à avoir 500 yards dans les airs et au sol. Donc grosse productivité pour lui. Moi, il y a ce côté très incertain de l'attaque des Buccaneers que j'ai envie de voir en positif, et je veux bien croire que face à cette défense des Giants, il y a la place pour mettre plus de points qu'Eli Manning. Alors, c'est sûr que j'ai du mal à croire à une attaque de Tampa qui savonnerait 2 semaines de suite après ce qu'ils nous ont présenté contre Washington. Après, c'est même pas en attaque que ça m'inquiète le plus du côté de Tampa, c'est défensivement. Là encore, nouveau point infirmerie, mais on sait qu'Alexander est blessé pendant un long moment, Beckwith également est diminué, et a priori, Lavonte David ne va pas jouer. Quand tu affrontes Saquon Barkley, c'est quand même pas les meilleures conditions, surtout dans une défense qui est déjà pas terrible au départ. Et puis, c'est un des backfields défensifs, et notamment un poste de cornerback qui est très très décevant depuis le début de la saison, contre Odell Beckham qui reste sur 2 touchdowns lundi dernier contre San Francisco. Ça m'apparaît un peu rédhibitoire. Après, oui, au nombre de points marqués, éventuellement Tampa peut essayer de faire la différence et peut-être provoquer un turnover d'Eli Manning. C'est pas impossible. Honnêtement, j'ai mis Tampa, mais sans plus de conviction que ça. Et moi, j'ai mis Tampa parce que je crois pas dans les Giants. Donc voilà. Mais ils n'ont pas été mauvais à San Francisco, même si défensivement ça reste faible et ça peut être exposé contre Tampa. En face, c'est tellement faible aussi défensivement que. Buccaneers pour nous deux en tout cas. Jacksonville Jaguars, 3 victoires, 6 défaites contre Pittsburgh Steelers, 6 victoires, 2 défaites, 1 nul. C'est un rematch du deuxième tour des playoffs de l'an dernier qui avait vu la victoire 45-42 des Jaguars. À Pittsburgh, ça avait fait un gros coup de tonnerre, ça. Du coup, côté Steelers, on n'aura pas de Devin Bell. Non. Et côté Jacksonville, c'est quand même la descente aux enfers. On est parti d'une saison où on finit en finale de conférence et on se dit ça y est, c'est le renouveau, on va y arriver, la défense va nous porter. C'est la catastrophe, il n'y a rien qui va en fait. C'est un peu ça, et puis là on est clairement sur 2 dynamiques contraires, quoi. C'est-à-dire que Jacksonville ils sont à 5 défaites de suite, alors Pittsburgh on est à 5 victoires consécutives. Donc c'est sûr que là, les Steelers qui ont éclaté la défense de Carolina la semaine dernière et qui laissent des places contre les Jaguars qui, tu le disais, sont un peu en déliquescence, encore plus défensivement. A priori, Djebouya va revenir au poste de cornerback. Ça fait longtemps, tiens. Donc ça peut équilibrer un petit peu le duel entre les receveurs des Steelers et les corners des Jaguars. Mais les receveurs, il y a du monde, quoi.
Mais défensivement, il y a quand même largement côté Pittsburgh de quoi mettre la pression sur Blake Bortles. C'est sûr que sur la distance, j'ai du mal à voir Jacksonville tenir, donc Pittsburgh pour moi. On est d'accord, Pittsburgh pour nous deux. Match très sympa, tiens, qui vient. Washington Redskins, 6 victoires, 3 défaites. Houston Texans, 6 victoires, 3 défaites. On aurait pu le choisir en affiche de la semaine, c'est ce que Raphaël Masmejean avait souligné, mais c'est difficile de passer à côté de celle qu'on a choisie. Comment il est présent comme deux équipes sur côté. Non, mais pour le coup, et je dois lui accorder, c'est quand même deux équipes en forme qui prétendent en play-off. Qui prétendent le play-off, qui sont assez surprenantes à ce niveau de la compétition. On les attendait un peu fortes forcément, mais peut-être pas aussi régulières, j'allais dire. Y a un gros affrontement sur les lignes qui s'annonce. Moi, ce que je vois surtout, c'est DeAndre Hopkins qui va devoir lutter parce que du côté de Washington, en backfield défensif, c'est quand même pas mal. Pas mal. Ouais. Je sais pas, j'ai encore du mal à m'emballer pour Josh Norman, même avec son interception de la semaine dernière. Non, lui, Clinton Dix. Ouais, de toute façon, moi vraiment, ce qui me fait peur pour cette équipe de Washington, c'est qu'elle reste hyper dépendante tu le disais, des tranchées, et notamment de la ligne offensive. Bill Callahan fait du bon boulot, mais il y a quand même énormément de pertes d'un point de vue blessure. Et là, contre Houston, où tu vas affronter J.J. Watt, Whitney Mercilus, Jadavion Clowney, je pense que sur la distance, ça peut être assez compliqué. Et Alex Smith va pas non plus sublimer cette attaque-là. Non, Peterson non plus. Houston commence à trouver un petit rythme, et puis il faut pas oublier que il y a DeAndre Hopkins et il y a comment il s'appelle, Demaryius Thomas également, qui a pas fait de mauvaises choses contre Denver notamment, donc j'y vais quand même avec Houston en effet, notamment pour je pense ce point fort de la ligne défensive face à la ligne offensive de Washington. Là il y a un gros match-up gagné. Indianapolis Colts, 4 victoires, 5 défaites. Tennessee Titans, 5 victoires, 4 défaites. Énorme victoire des Titans la semaine dernière. Victoire absolument hallucinante face aux Patriots. Les deux équipes qui vont se rejouer en semaine 17. Pour l'instant, ils sont assez loin des playoffs, mais en AFC, ça peut se jouer à une victoire et ils sont pas si loin que ça, les Texans, ils sont à une victoire derrière les Titans. Donc c'est un match qui est déjà important en fait, c'est ça que je voulais souligner, parce que c'est deux adversaires de division. Les Colts vont mieux. Les Titans, tu sais jamais trop sur quel pied danser, mais dans ce match-là, il va falloir être aussi solide que la semaine dernière. En tout cas, depuis la bye week du côté de Tennessee, ça va beaucoup mieux également. Et oui, ils sont redevenus le match à Londres, c'était quand même pas si mal que ça. Alors oui, mais on restait quand même dans ce côté un petit peu irrégulier d'une semaine sur l'autre. Là, en tout cas, ils ont présenté vraiment deux belles prestations. À Dallas, notamment en deuxième mi-temps, et contre New England sur une base assez fréquente. Donc, c'est sûr que là, contre Indianapolis, en effet, où ça va bien aussi, il y a de quoi avoir un duel assez intéressant et assez accroché pendant longtemps. À l'instar de ce qu'on a eu de Jacksonville le week-end dernier, on peut être à peu près dans le même type de configuration. Alors, je vais te dire honnêtement, ça a été assez difficile pour moi de choisir un vainqueur. J'y suis plutôt allé vers Tennessee, dans le sens où j'ai la sensation que leur attaque est un peu plus équilibrée. On a toujours du côté d'Indianapolis ce facteur au niveau du jeu au sol. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Tennessee est quand même assez costaud sur le run-stop. Donc, je me dis qu'ils ont de quoi contrôler un minimum Marlon Mack ou d'autres coureurs. Et éventuellement... même en concédant des touchdowns de la part d'Andrew Luck, rester à peu près à flot et maintenir l'attaque d'Indianapolis à une vingtaine de points, ça peut passer pour moi, donc j'y vais avec Tennessee. Moi j'ai pris les Colts pour le fait d'être à la maison, pour la dynamique qui est quand même bien meilleure que ce qu'on a vu, pour Andrew Luck que je pense quand même meilleur quarterback que Marcus Mariota, malgré tout le respect qu'on a pour lui. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Donc tout ça fait que j'ai plutôt pris les Colts, mais bon, c'est quand même pas non plus évident sur le papier. Dernier match de cette série de 19h, Detroit Lions a 3 victoires, 6 défaites contre Carolina Panthers, 6 victoires, 3 défaites. Ce match-là, il semble quand même un peu plus facile à pronostiquer. Les Panthers sont en grande forme. Les Lions un peu moins. Un peu moins, bel euphémisme. Non, honnêtement, on a l'impression que Cam Newton a retrouvé son rythme de la saison 2015 et que Greg Olsen de retour, ça lui fait énormément de bien aussi. Que McCaffrey finalement s'en sort pas trop mal et que la défense, même si elle a subi un peu la semaine dernière, elle est quand même meilleure que ce que peuvent proposer les Lions. C'est un peu ça. Alors la défense, je pense que elle va peut-être être un peu frustrée d'avoir été aussi bien muselée par cette ligne offensive de Pittsburgh. Et là, il se retrouve contre la O-line de Détroit qui en ce moment
C'est à peine si sur leur maillot, il n'y a pas une pancarte où il y a écrit Stafford est par là. Enfin, c'est assez particulier. Donc là, contre Minnesota et Buffalo, ils ont pris très très cher, même si c'était en déplacement. Donc je vois quand même le pass rush de Carolina se remettre d'équerre. Et puis comme il n'y a pas de défense cette saison du côté de Détroit... les Panthers vont se replacer. Voilà, je vois vraiment North Turner rebrancher, on va dire, cette offense et permettre aux Panthers de s'imposer. On est d'accord. Coup d'envoi dimanche à 22h05. Los Angeles Chargers, 7 victoires, 2 défaites. Denver Broncos, 3 victoires, 6 défaites. Peut-être Joey Bosa en fin de retour du côté des Chargers. En tout cas, il s'est entraîné et c'est une très bonne chose. J'ai été vérifier le dernier match entre ces deux équipes l'année dernière. C'était 21-0 pour Los Angeles. C'était à la fin de l'année, c'était au mois de novembre. Donc on est un peu sur les mêmes dynamiques que l'an dernier. Les Chargers qui ont une attaque qui roule très bien. Si Joey Bosa est de retour, la défense va en plus pouvoir élever un peu son niveau. Et côté Denver, ils sortent d'une bye week si je dis pas de bêtises, mais ils avaient perdu la semaine d'avant contre les Texans. Houston, et je vois pas beaucoup d'arguments en leur faveur sur ce match. C'est ça, il y a plus grand chose. Faut pas oublier que c'est une équipe qui était à 2-0 pour commencer la saison, donc ça veut dire qu'ils ont une fiche de 1-6 sur les 7 derniers matchs. Vance Joseph, quand il fait des mauvaises séries, il fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment. Regardez bien, je suis nul. Alors, je sais qu'ils ont joué entre-temps 2 fois les Chiefs et que là, ils vont jouer pour la 2e fois les Chargers. Je me demande s'ils les ont pas déjà joués du côté de. Non, ils vont se rejouer en fin de saison. Autant pour moi. Mais voilà, c'est sûr que heureusement qu'il y a eu Arizona entre-temps en Thursday night pour se remettre un petit peu à niveau. Voilà, parce que même les rares avantages des Broncos, par exemple le pass rush, ils vont tomber sur une bonne ligne offensive des Chargers en face. Donc voilà, pour moi, j'y vais clairement avec Los Angeles à domicile. Moi aussi, évidemment. Arizona Cardinals, 2 victoires, 7 défaites. Oakland Raiders, 1 victoire, 8 défaites. Celui-là, on va pas vous mentir, il est très très moche. J'ai marqué Oakland au fond du trou. C'est assez bien. Et tu retires juste un au fond pour Arizona alors. Parce que... Oui, voilà. Non, mais bon, sur ce match-là, on y va avec l'équipe la moins mauvaise. Et moi, j'ai envie de donner l'avantage à Josh Rosen pour qu'il s'améliore, pour qu'il se prenne une petite victoire dans la besace, qu'il finisse pas une saison avec seulement 2 victoires. Bon. Clairement, ça va pas être du très grand football vu ce qu'on a vu des deux équipes. Du coup, peut-être qu'il va y avoir une explosion et qu'il y a une équipe qui va caler 40 points et que l'autre va rester à 0. Mais bon, moi je vois plus ça possible du côté d'Arizona en l'occurrence. Si on est dans ton scénario, je vois pas Oakland dans ce cas de figure-là. Voilà. Je l'ai déjà dit, c'est vrai que la ligne offensive est extrêmement poreuse et quand tu te retrouves contre Chandler Jones, ça peut être un petit carnage offensivement et... Ouais, ça va pas être un gros score, je pense, mais Arizona devrait s'imposer. Normalement, et pensez à notre ami. Surtout qu'ils n'ont pas été ridicules à Kansas City, les Cards. C'est vrai, pensez à notre ami Romain Terrasse, fan des Raiders, qui doit vivre une triste saison. Coup d'envoi dimanche à 22h25, New Orleans Saints. Eux, en revanche, c'est pas une triste saison. 8 victoires, 1 défaite contre Philadelphia Eagles, 4 victoires, 5 défaites. C'est difficile pour les Eagles cette saison. Ils sortent d'une défaite compliquée là, face à Dallas. On a cru un peu au sursaut en milieu de saison, enfin en quart de saison du coup, j'allais dire en milieu de première partie de saison. Mais là, ça commence à retomber un peu et j'ai l'impression que côté Philadelphie, on sait déjà qu'on ne retournera pas forcément en play-off. Ouais, c'est sûr que sur ce match-là, New Orleans est assez largement favori, surtout que d'un point de vue backfield défensif, c'est l'hécatombe du côté de Philly. Donc au moment où tu vas jouer Drew Brees, c'est quand même... Le timing est quand même pas très très bien choisi. À suivre quand même du côté des Saints, la blessure de Teron Armstead pour plusieurs semaines, ça c'est un petit coup dur. Surtout que Pete et Ramsick traînent également des petits pépins. Donc, mais toujours un peu, non Ramsick, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Ouais, peut-être, mais bon, en tout cas, voilà, il y a un premier rideau de Philadelphie qui peut, avec des joueurs d'expérience, mettre un petit peu de pression. Un joueur comme Michael Bennett fait pas une mauvaise saison du côté des Eagles. Donc pourquoi pas éventuellement semer un peu le doute, mais il y a tellement de menaces offensives du côté des Saints et je les vois pas par exemple contrôler un Alvin Kamara qui va être absolument partout. Ni un Michael Thomas. Oui, voilà. Il va falloir faire un choix et s'ils font le mauvais, ils vont se faire marcher dessus. C'est ça, mais je pense qu'ils vont souvent tomber sur le mauvais. Donc j'y vais avec les Saints en l'occurrence. Saints. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Chicago Bears 6 victoires, 3 défaites. Minnesota Vikings 5 victoires, 3 défaites, un nul. C'est une super affiche, j'adore la NFC Nord cette année. Il y a vraiment des beaux matchs à chaque fois. Bon, à part les Lions maintenant, mais vraiment les 3 autres équipes, c'est super sympa à regarder. Minnesota qui reste donc sur 3 victoires consécutives face à Chicago. C'était quand même pas le même Chicago avant l'arrivée de Khalil Mack. Est-ce que ça peut quand même pas être l'occasion pour les Vikings de refaire un match avec plus de 100 yards pour Adam Thielen, de retrouver un peu cet talent offensif qui leur a manqué
Le dernier match, j'ai oublié contre qui ils jouaient. Qui ça, les Vikings? Les Vikings, ouais. Mais bon, c'était moins bien que ce qu'on avait vu au début d'année. Là, c'est sûr, il y a Khalil Mack, mais côté attaque des Bears, on est quand même loin de ce que peuvent produire les Vikings, je trouve. Oh, je sais pas. Alors, pour dernier match de Minnesota, je crois que c'est Détroit à la maison. Mais Possible, oui. En l'occurrence, ouais, ce déplacement, je continue de vous trouver sévère sur Chicago. Honnêtement, alors Trubisky, il reste sur un bon match contre une défense décimée encore de Détroit, en tout cas pas au niveau selon moi. Maintenant, voilà, ils ont un jeu au sol pour vraiment enquiquiner cette équipe de Minnesota. Et pour moi, c'est le match-up clé, hein, parce que la force offensive de Chicago, ça reste le jeu au sol, et la force défensive de Minnesota, ça reste le run-stop, même si, on va sûrement y venir, ils ont un pass rush assez efficace, mais avec une ligne offensive de Chicago qui est assez sous-cotée et qui est très très efficace également. Oui. Donc, sur les points forts de Minnesota défensivement parlant, il y a quand même de quoi contrecarrer du côté de Chicago. Et à l'inverse, je regarde du côté de Minnesota, on a un jeu au sol qui est déjà pas terrible, en tout cas sur courant alternatif contre l'un des meilleurs run-stop de la ligue. Et on a une ligne offensive, j'ai arrivé des Vikes, qui est très irrégulière en fonction des matchs et qui va se retrouver contre Khalil Mack, Leonard Floyd, enfin les joueurs qu'on citait mardi. Donc c'est un match en prime time, il peut tout se passer. Minnesota a une certaine expérience depuis quelques saisons, mais j'y vais quand même avec Chicago pour moi sur ce match-là. Ouais. Ok. Moi, je vais y aller avec Minnesota. Chicago, s'ils gagnent, ils prennent une sacrée option sur la victoire de division en fin de saison. Ce serait quand même pas mal. Et enfin, dernier match, on en a déjà parlé. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Los Angeles Rams, 9 victoires, 1 défaite. Kansas City Chiefs, 9 victoires, 1 défaite. Tu avais pris les Rams comme moi. Au repos cette semaine, 6 équipes. Les Bills, les Browns, les Dolphins, les Patriots, les Jets et les 49ers. Vous notez que toute la FC Est est au repos. Tout à fait. Voilà, je notais ça m'a fait marrer. Mais ça n'a et avant-dernière semaine de bye week. C'est vrai. Parce que la prochaine, il y aura plus que les Rams, c'est la semaine 12. Et la semaine d'après, tout le monde jouera toutes les semaines. Donc vous aurez des gros débriefs chaque mardi.